Alors, j'ai un certain nombre de pouvoirs. On notera que Lisiane sera disponible pour le prochain et dernier. Merci. Monsieur Landais a donné pouvoir à Madame Gaborio. Monsieur Berger a donné pouvoir à Madame Martin-Barlier. Madame Le Goff a donné pouvoir à Madame Thibault. Madame Parpaillon a donné pouvoir à Monsieur Bonin. Madame Bertrand a donné pouvoir à Monsieur Charpentier. Monsieur Charrier a donné pouvoir à Monsieur Eudevin. Monsieur Pelot a donné pouvoir à Madame Peigné. Et Monsieur Thibault a donné pouvoir à Monsieur Kubrick. Donc vous aviez les délibérations prises par le bureau communautaire. Est-ce que vous aviez des observations à formuler ? Pas d'observations. Et les décisions prises par moi-même, est-ce qu'il y avait des observations ? Pas d'observations, très bien. Concernant le procès verbal de la séance du conseil communautaire du 18 décembre, est-ce que là aussi il y a des questions, remarques ? Non ? À ce moment-là, je vous propose de l'approuver. Est-ce que des gens sont contre ? S'abstiennent, je vous remercie. Alors avant de passer à la première délibération, je voudrais qu'on ait une pensée particulière pour Frédéric Deschamps, qui a disparu brutalement au mois de décembre dernier. Frédéric était une figure respectée du territoire. Il était maire de la Jaudonnière de 2008 à 2020. Il a également été membre du conseil communautaire, et beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de travailler à ses côtés et d'apprécier son engagement constant au service de l'intérêt général. Homme de terrain, profondément attaché à sa commune et à ses habitants, il a porté de nombreux projets avec sérieux, pragmatisme et sens des responsabilités. Au-delà de ses mandats, Frédéric était avant tout un homme engagé dans la vie associative, dans la vie économique et auprès des autres avec discrétion et humilité. Son départ soudain a plongé sa famille, ses proches et l'ensemble de ceux qui l'ont connu dans une profonde tristesse. Il laisse forcément un vide important à la Jaudonnière comme sur l'ensemble du territoire de Sud-Vendée littoral. Alors, au nom du conseil communautaire et en tant que président de la Comcom, je voudrais ce soir qu'on salue l'homme, l'élu et le serviteur du bien commun qu'il a été, et adresser bien sûr à sa famille et à ses proches notre respect et notre soutien le plus sincère. Et je vous propose maintenant que nous observions en sa mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Donc ce soir, on aborde le débat d'orientation budgétaire à une date un peu différente compte tenu du calendrier électoral que vous connaissiez tous. Donc on a bien évidemment, on n'a pas encore l'ensemble des pointages qui ont été réalisés. Donc on aura cette année forcément un budget supplémentaire à faire en juin. Mais il est important qu'on puisse doter la collectivité d'un budget. Et donc ce soir, le DOB, et donc le budget sera lui présenté lors de la prochaine séance, le 5 mars prochain. Dans le cadre du DOB, vous le savez, on doit vous parler du contexte socio-économique et de l'environnement général. Je vais être assez succinct sur cette partie-là, si vous me le permettez. Puisqu'au niveau mondial, la croissance semble résister, même si des signes de faiblesse apparaissent à la fois en Chine et aux États-Unis. Au niveau de l'inflation, pour ce qui concerne la zone euro, 2,1 en 25, et puis on a, pour ce qui concerne la France, une croissance estimée donc, pour l'an prochain à 1%, et un déficit public annoncé autour des 4,7% du PIB. Vous le savez, la revalorisation des bases est annoncée à 0,8 après des années beaucoup plus fastes. Et ce qu'il faut retenir avec maintenant le budget voté, c'est que le montant de la DGF reste le même en 26 vis-à-vis de 25, qu'on a eu quand même la baisse des 25% de compensation liée à la réforme des valeurs sur les locaux industriels. Donc là, on a quand même une perte
non négligeable, alors pas autour de 25%, les sénateurs ont réussi à limiter à 19,3, mais bon, c'est quand même une perte de quasiment 300 000 pour le territoire. La suppression du FCTVA en investissement, enfin en tout cas suppression tel qu'on le connaissait, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le perception cette année, donc ça veut dire que ça représente à notre échelle presque 1,7 million qu'on touchera pas cette année. Et puis pour ce qui concerne donc l'investissement, on le verra, mais une baisse grosso modo sensible des fonds d'aide à l'investissement, à la fois sur le fonds vert, sur DETR des îles, 200 millions aussi de moins. Et puis pour ce qui concerne le DILICO, on y échappe, mais de très peu pour cette année. Au départ, on était sur 2 milliards annoncés de DILICO, finalement 1,2 milliard, mais nous, au niveau de l'indice, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 0,8, on est à 0,76, donc on y échappe de très peu, et heureusement, parce que c'est des sommes qui sont non négligeables. Alors c'est un prélèvement qu'on fait sur recette, qu'on vous reverse pour partie 90%, mais sur 3 ans, mais en attendant, vous n'avez pas la recette. Donc voilà pour le contexte. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que ce qui nous intéresse, c'est le PCI, c'est Sud-Vendée Littoral. Et donc, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment concernant alors, je reprécise, mais qu'on est avant pointage, la formation de l'épargne. On avait atteint l'an dernier un chiffre record avec une épargne nette à un peu plus de 6 millions 100. Pour cette année, on devrait atterrir certainement au plus près autour des 5 millions, un peu plus de 5 millions, 5 millions 100 on espère. Donc forcément, il y a une baisse sensible par rapport à l'an dernier, mais qui s'explique assez facilement, puisqu'en fait, si vous regardez au niveau dotation, subvention et participation, on a une perte de quasi 1 million sur ce chapitre, qui est lié à l'aide obtenue dans le cadre de la redevance incitative. En 2024, on a rattaché les 700 000 euros qu'on devait percevoir sur le passage l'enquête sur l'ARI, l'aide de l'ADEME. Donc on avait des recettes qui étaient assez conséquentes. Sauf qu'en 2025, on a perçu la recette, mais la recette, elle n'était pas de 700 000. L'ADEME nous a versé qu'une partie, à peine 250 000. Donc résultat, on attend pour 26 la différence, mais qui ne sera pas sur le budget principal. Donc c'est-à-dire qu'en 24, vous aviez donc, forcément une épargne gonflée, et à contrario, en 25, on se retrouve avec cette dégradation qui explique finalement pourquoi on a finalement 1 million d'écart. La réalité, c'est que notre CAF en 24, elle aurait dû être beaucoup plus proche finalement des 5 millions, et cette année, si on a vu la perception, on serait aussi certainement un peu plus autour des 5 millions 5. C'est du glissement, tout ça va revenir dans les caisses, mais c'est pour vous expliquer finalement pourquoi on a cet écart qui peut sur le papier paraître important, mais qui ne l'est pas. Ça veut dire surtout que voilà, on a une bonne tenue malgré des recettes un peu qui ont tendance à s'éroder pour partie, et des dépenses qui parfois augmentent. On arrive quand même à dégager un excellent niveau à la fois de CAF brut et de CAF net, et surtout maintenir de très bons indicateurs, ratio de désendettement à 2,35 aussi excellent, et puis on l'a dit, mais l'épargne brute à plus de 15%, l'épargne nette à quasi 12%, et puis le coefficient de rigidité qui lui est en deçà des 0,50. Donc l'atterrissage 25 devrait être comme 24, donc tant mieux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les robinets sont ouverts. On verra que dans le cadre de la construction du budget qu'on vous propose pour cette année et de la prospective avec le PPI sur le prochain mandat, il faudra faire preuve de beaucoup de vigilance. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on les pose au fil de l'eau. C'est peut-être plus simple que de revenir ensuite. Donc, au niveau de la construction du budget, il faut avoir une vigilance particulière sur la construction du budget qu'on vous présentera lors du prochain conseil communautaire, puisque, vous le savez maintenant, la compétence déchets se traduit par un budget complètement autonome, budget déchets. Donc, grosso modo, c'est 9,3 millions qui disparaissent à la fois en recettes et en dépenses. Donc, ça veut dire que, forcément, dans les grands masses, on a des écarts assez sensibles sur l'ensemble des chapitres, que ce soit en recettes ou en dépenses. Dans la construction telle qu'on l'imagine au niveau de l'an prochain, on proposerait d'inscrire donc un peu plus de 35 527 940 euros au budget.
avec une ventilation telle que la suivante. Sur les charges à caractère général, et j'irai dans le détail après, un petit peu plus de 7 millions. Les charges de personnel, 13 millions 3. Tout ce qui concerne donc les attributions de produits, les attributions de compensation, pour le dire clairement, un petit peu plus de 8 millions. Et puis ensuite, sur le 65, les autres charges de gestion courante, 4 millions, voilà, pour les principaux postes, on va dire, en dépenses. Dans le détail, qu'est-ce que ça dit ? Sur les charges à caractère général, donc le 0,11, là du coup, on proposait quand même de minorer sensiblement le chapitre, puisqu'on vous proposerait d'inscrire 6,7 millions, tout simplement parce qu'on avait l'an dernier inscrit pour le service déchets 1 658 000. Donc, ce qui explique voilà, cette baisse là encore sensible. On a consommé sur les crédits du service déchets un petit peu plus, enfin quasi 1 million en fait. Donc là, 6,7 millions. On devrait normalement en consommer moins, mais on est prudent. Les services, voilà, il y a des demandes qui sont faites, donc on a décidé d'inscrire malgré tout un montant encore conséquent, mais qu'on consomme rarement, puisque l'an dernier on avait inscrit de mémoire, c'était un peu plus de, c'est ça, 8,2 millions, et on a consommé 7,1 millions. Voilà. Sur les charges de personnel, alors là aussi, sur les grands masses, on voit que de 13 millions, quasi 5 cette année, on passerait à 13 millions l'année prochaine. Donc une baisse, mais qui s'explique là aussi par rapport à ce nouveau service, déchets, puisque on a des agents qui étaient, donc là ça concerne principalement les contractuels, donc il y a 700 000 euros de transfert des contractuels qui passent ensuite sur le service déchets. Vous verrez que pour les titulaires c'est un peu différent, parce que les titulaires, donc les contractuels ça représentait 19 contrats. Les titulaires, de mémoire, on était sur une quarantaine d'agents, et sur la quarantaine d'agents, il n'y en a que 3 qui ont décidé de passer sur des contrats de droit privé. Tous les autres restent fonctionnaires, ce qui veut dire que là aussi, vous verrez qu'on a des remboursements qui vont se faire au profit de la collectivité, liés là aussi à ces agents qui restent, donc qui sont mis à disposition, en fait, tout simplement, du SPIC déchets. On a quand même quelques augmentations parce que malgré tout, il y a la GVT, vous le connaissez, 51 000. L'augmentation de la CNRSL, les 3%, c'est 134 000, et ça va se poursuivre pendant encore 2 ans derrière. Donc les montants ne sont pas neutres. À l'échelle de l'ensemble des collectivités, c'est 1,2 milliard quand même, pour les collectivités sur la France complète. Donc pardon de le dire comme ça, mais c'est pas une paille. Donc, parce qu'on avait dit au départ 4 milliards d'efforts pour les collectivités, oui, c'est 4 milliards, plus les 1,2 milliard sur la CNRACL. Bon, là, on est passé à 2, mais la CNRACL est toujours là, donc augmentation sensible. Sur les nouveaux besoins RH, alors là, on met 23 000, c'est pas de création de poste, c'est simplement des heures complémentaires sur quelques agents qui font qu'on a voilà, une petite enveloppe. La mutuelle santé aussi, qui est devenue obligatoire, eh bien, c'est 36 000 euros de plus à provisionner. Le report de poste avec les créations complètes, 51 000 euros. Et puis ensuite, les avancements de grade, comme tous les ans, 14 500 euros. Ce que je vous disais, donc 700 000 de moins par rapport au transfert des agences PIC. Et puis l'assurance qui baisse, on l'a vu la dernière fois lors du conseil, on a délibéré, donc 5 000 euros. On les a provisionnés. Donc sur le papier, effectivement, sur ce chapitre-là, une baisse, mais encore une fois, c'est pas une baisse, c'est un transfert. Vous dire aussi que sur l'action sociale, donc là, on inscrit 306 946 euros, une partie pour le FDAS, une partie pour les tickets resto, et puis, on l'a dit, la participation employeur pour la prévoyance, là aussi, qui forcément a un coût. Mais tout ça est obligatoire. Sur le 65, là aussi, une grosse évolution, puisque on propose d'inscrire un peu plus de 4 millions, alors qu'on était à 7,5 millions l'an dernier. Bien là aussi, ça s'explique principalement par la contribution à Trivalis. On était à quasi 3,7 millions de contribution Trivalis. Ce sera plus supporté sur le budget principal, mais sur le budget annexe, donc on a un glissement. Et puis, en termes d'explication aussi, on peut dire qu'on a la subvention à l'agence d'attractivité, donc sur une année pleine. Donc là, on vous proposera d'affecter un peu plus d'1 550 000 à la SPL Vendée du Sud, pardon.
Et puis voilà, pour expliquer, oui, principalement ces variations, c'est Trivalis, principalement. Les charges exceptionnelles, les atténuations de produits, bon là, comme d'habitude, on inscrit 50 000, et puis sur les atténuations de produits, les AC, le même montant, 8 millions comme tous les ans. Voilà, je suis assez rapide sur cette partie-là. Il n'y a pas les bouleversements, en fait, c'est uniquement le transfert d'un budget à l'autre, mais dans les grands masses, il n'y a rien de très nouveau, en fait, par rapport à ce qu'on a pu faire sur les années antérieures. Est-ce que ça appelle à ce stade des observations ? Je continue sur la partie recettes. Donc là, sur les produits de service, donc effectivement une augmentation très nette, puisqu'on proposerait d'inscrire un peu plus de 3,6 millions, et c'est lié en grande partie à la refacturation des agents mis à disposition pour le service déchets, puisque on devrait percevoir de ce budget-là un peu plus d'1,5 million, qui explique la forte augmentation sur les produits de service. Tout simplement, ce sont des agents titulaires pour lesquels donc, on aura un remboursement. Sur les impôts et taxes, on est sur des montants quasi équivalents, à l'exception bien sûr de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a disparu. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a quand même des éléments assez intéressants, notamment sur la CFE qui progresse, bien sur le territoire. On imagine 4,6 d'augmentation. C'est l'effet en fait des constructions là, qui ont vu le jour, notamment et principalement sur le Vendée-Haut-Pôle. On était sur cette CFE, on était à 4 millions en 2023 quand même. Donc on voit que là l'année prochaine 4,8 millions, il y a un vrai effet dynamique et arrivée des entreprises. Donc ça c'est plutôt bon signe. Sur la TASCOM, alors là on voit qu'il y a une augmentation aussi sensible, mais que je vais nuancer parce qu'en fait, il y a un établissement qui en 25 n'a pas payé la TASCOM, parce qu'on est sur du déclaratif, et donc il y aura un effet rattrapage cette année. Donc sinon on n'aurait pas une augmentation, même si c'est une taxe qui a bien progressé, parce qu'on a augmenté tous les ans le coefficient... je regarde Laurence quand je dis ça, qui sait de quoi je parle, donc qui fait qu'effectivement c'est quand même un produit qui là aussi a évolué. On est à 800 000 euros en fait en 23, hein. On est aujourd'hui, alors pas tout à fait 1,2 million, 1,2 million c'est parce qu'il y a l'effet rattrapage, mais un peu plus d'1 million, 1,50 million, donc c'est lié aussi à des établissements qui progressent bien sur le territoire aussi. Il y a des établissements qui ont une très belle dynamique et dont on profite. Peut-être point de vigilance par contre sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, puisque alors là on l'a pas forcément, on a mis 0,8 d'augmentation, mais entre 23 et 25 on a une perte de produits sur cette taxe. Alors là je sais que Laurent a eu l'occasion de le dire, mais je sais pas si effectivement il y a de plus en plus de gens qui finalement font le choix de devenir des habitants à titre permanent mais en tout cas on voit que c'est une taxe qui perd. Donc il y a certainement davantage de gens qui aujourd'hui font le choix de venir se sédentariser sur le territoire, puisque dans la durée on a moins de produits sur cette taxe-là. Donc bon, je pense que je ne sais pas si les maires de la côte ressentent ça, mais en tout cas là, ouais. On a perdu quasiment 200 000, hein, entre 23 et 25, c'est 200 000 euros de moins quand même sur cette taxe-là. Donc, bon, on est bien, c'est sympa, mais du coup, moins de produits. Ok, puis donc on est parti sur 0,8, alors c'est pas qu'après les années à 3,40 en 22, 7,10 en 23, 3,90 en 24, et puis les 1,70 de l'an dernier, c'est vrai que là on a quand même un montant moindre, voilà. Mais finalement, de manière globale, je dirais sur les impôts et taxes, on reste sur un niveau quasi étal. On est prudent, on l'est toujours, donc on maintient ça. Sur les dotations, subventions, participation, donc là, maintien de la DGF, avec une construction quand même, une construction de DGF qui est on a 45% qui est sur la dotation de compensation, et puis après le reste c'est la dotation d'intercommunalité. C'est plutôt bon signe ça, parce que en Vendée c'est 61% c'est souvent 61% en fait de dotation de compensation. Donc nous la compensation, le fait qu'elle soit moindre, on est moins potentiellement soumis à des
à demain des coupes. Donc ça, c'est plutôt, en termes de structuration pour la DGF, c'est plutôt bon signe pour nous. Sur tout ce qui concerne les financements attendus, comme d'habitude, les maisons France Service, donc pour les 2 maisons, 110 000 euros. Sur l'habitat, des gros montants aussi, un peu plus de 358 000 euros. Et puis après, cette année, on sera sur le salon du livre jeunesse, donc on va récupérer des fonds, forcément, sur, cette manifestation. Concernant la fameuse dotation de compensation au titre de la CET, j'en ai parlé. Donc là, initialement, on projetait de perdre quasi 300 000 euros. Et la bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on perd, mais en tout cas, on limite à 150 000 euros de perte. Donc c'est un moindre mal, je dirais. Mais sur les autres produits de gestion courante et produits financiers, là, il y a un changement. On inscrit plus, on inscrit à 1 041 000, mais parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est ce qu'on perçoit régulièrement sur les 3 dernières années. Donc on est au plus juste. C'est vrai qu'on inscrit un peu moins habituellement, mais là, on voit bien que sur les 3 dernières années, on est à plus du million. Donc c'est pour ça qu'on vous propose d'inscrire ce montant-là. Et puis ensuite, concernant les produits exceptionnels ou les atténuations de charges, on maintient les montants inscrits sur les années, comme les années précédentes, tout simplement. Voilà rapidement brossé les recettes attendues pour l'exercice 26. Est-ce que là aussi, vous avez des observations, des questions, des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Donc j'avance et je passe à l'investissement. Alors en investissement, on prévoit d'investir un peu plus de 14 386 000. Bon, sachant que sur ces 14 millions, il y a 2 millions, on le verra dans les libérations ce soir, mais qui sont des avances de trésorerie pour les budgets annexes, budget assainissement et déchets. Donc ça veut dire que réellement, c'est 12 millions d'euros qu'on vous proposera d'inscrire en termes de projets, ventilés de la manière suivante. Sur le pôle ressources fonction support, 2 869 000. Sur le pôle aménagement et développement, 3 500 000. Le pôle des services techniques, un peu plus de 3,3 millions. Et puis, pôle services population et cohésion, 2 millions. Pour pouvoir financer tout ça, on espère obtenir des subventions de la part de nos partenaires, un petit peu plus d'1,7 million. Le FCTVA, je vous l'ai dit, donc les 1,7 million qu'on aurait pu percevoir dès cette année, on n'aura finalement que le solde de 25, puisque c'est une année blanche pour le FCTVA. On va utiliser notre autofinancement 25, un peu plus de 5 millions. Les excédents des années antérieures, 5 371 000. Et pour équilibrer tout ça, il nous faut un emprunt d'équilibre à hauteur de 2 millions, ce qui nous amène bien à nos 14 386 000 euros pour respecter l'équilibre. Dans le détail, donc au niveau des APCP, on vous proposera d'inscrire 2 nouvelles APCP. La première, ça concerne ce qu'on appelle le SDDA, schéma des déplacements actifs, donc pour tout ce qui est vélo. Donc la PCP, elle sera d'1,9 million, ventilée sur 5 exercices budgétaires. Et puis enfin, on vous proposera d'inscrire aussi la cuisine centrale, le projet qui lui aussi s'échelonnerait sur 5 exercices budgétaires. Au niveau de l'analyse prospective, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, alors, au niveau des recettes et dépenses, vous savez, quand on fait, comme dans toutes les collectivités EPCI, quand on fait ce genre de travail, on est extrêmement prudent en matière de recettes, vigilant en matière de dépenses. L'idée, c'est bien sûr de montrer si l'établissement a la capacité à réaliser ou non les projets projetés, où est-ce que ça amènerait finalement financièrement si elle faisait tous ces projets-là. Donc, nous, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dès 26, en fait, on se retrouverait avec une baisse sensible de notre CAF net, puisqu'on atterrirait à 2,3 millions. On aurait ensuite 1,8 million, 1,9 million sur les exercices suivants, et puis on remonterait tranquillement à 2,2 millions sur 2030, puisqu'on on a de gros investissements qui vont arriver, je vais en parler après, mais sur l'année prochaine et les suivantes. La maison de l'enfance Saint-Jean-d'Hermine, le siège communautaire sur Luçon, et puis l'extension de la maison de santé sur Luçon. Donc ça, on est sur des investissements lourds, et pour les réaliser, il faudra aussi certainement avoir recours à l'emprunt, donc des charges forcément nouvelles. Et tout ça nous amène à quand même beaucoup de vigilance, puisque on le voit bien, une forte détérioration de la CAF sur les exercices prochains, si effectivement on était amené à réaliser l'ensemble du PPI qu'on vous propose. Donc sur l'exercice du PPI, on est sur 53 millions d'investissements,
7 millions d'emprunts, l'intégralité des excédents mangés, et pour autant, on ne parvient pas à faire les 53. Donc ça veut dire qu'en plus, il faudra faire des choix budgétairement, si on veut y arriver, ou alors emprunter, mais auquel cas on dégraderait encore plus la situation de la collectivité. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les investissements importants ? L'année prochaine, il y a le siège, hein, donc on a mis 1 750 000 euros pour financer le siège. Sur l'informatique, il y a aussi un gros montant, 450 000, mais c'est principalement en fait plus de la moitié des restes à réaliser de l'an dernier. On a continué à flécher les fonds de concours pour l'année prochaine et pour les années suivantes. Les 240 000 pour les communes et puis le fameux fonds exceptionnel pour les équipements structurants, donc 400 000. Donc ça, on les a maintenus. Bien sûr, les attributions de compensation aux communes en investissement, on ne touche pas. On propose ensuite, en dépenses importantes, tout ce qui concerne la signalétique des zones, la requalification. Donc là, c'est un budget conséquent, là aussi, 400 000 euros sur les 3 prochains exercices. Les aides aux entreprises, donc c'est 340 000 habituellement, mais on a beaucoup là aussi de restes à réaliser. Donc l'année prochaine, on va inscrire 600 000 euros, parce qu'il y a des aides qui ont été octroyées, mais pas encore débloquées. Toujours aussi l'étude sur la stratégie résilience, là on inscrirait 250 000 euros parce que elle n'est pas tout à fait terminée, et puis c'est surtout cette année qu'on va payer, on est là aussi en reste à réaliser. Même chose sur tout ce qui est OPA, PTRE, là on a plus de 600 000 d'inscriptions, mais là aussi ce sont des restes à réaliser, mais on les inscrit. Sur le centre technique, vous voyez un montant conséquent, 850 000 euros, mais c'est lié en fait à l'emprise foncière qu'on va, régulariser. La société de projet, avec l'ensemble des projets dont on a parlé aussi lors du dernier conseil communautaire, c'est 775 000 euros qu'il faut flécher. La partie bâtiment, 840 000 euros, mais une grosse partie, là aussi 320 000 qui sont des restes à réaliser. Vous voyez un montant conséquent, un peu plus que les années antérieures, on mettrait 500 000. Voilà. Et puis en gros investissement, vous avez aussi donc l'extension de la maison de santé pour laquelle on propose d'inscrire pour l'année 26 550 000 euros quasiment, puisque les travaux devraient démarrer en septembre. Et puis, pareil pour la crèche, les travaux devraient démarrer là aussi en septembre. Donc 500 et quelques mille dès cette année de provisionner. Et après, rien de très significatif. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, la CAF, elle oscillerait entre 2,3 millions et 1,8 million avec ces réalisations, qu'on aurait encore une fois besoin de tout consommer au niveau de nos excédents antérieurs et d'emprunter plus de 7 millions. 7 millions ne suffirait pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faudra que sur le prochain mandat, les élus se réinterrogent sur les projets à mener, sur comment ils imaginent distribuer ou pas et accompagner les communes et sous quelle forme. Sur les projets qui sont lancés, là on voit bien le siège, un montant conséquent, la maison, comment est-ce qu'il a, c'est aussi 1,4 million, donc un budget qui pèse, la crèche 2,5 millions là aussi d'investis. Donc on a de très gros projets qui vont, et c'est très bien pour le territoire, formidable, mais ça veut dire aussi que ça va limiter pour la suite, forcément, ou en tout cas ça va réinterroger sur la suite. Si on veut maintenir de bons ratios, il faudra que collectivement les élus se réinterrogent sur les priorités pour le territoire en matière de politique publique. Voilà, donc une situation qui est saine. Et on s'en réjouit parce que quand on a démarré le mandat avec Brigitte, on s'en rappelle, on était quand même avec 1,4 million de CAFNet sur les premiers exercices, que la situation n'était pas du tout celle-ci, qu'aujourd'hui, une situation très saine, on fait des projets, on porte des projets qui vont être, on l'a dit, structurants, mais vigilance parce qu'avec des recettes qui s'érodent, on le voit bien pour partie, et puis des charges qui, elles, continuent à grimper, on voit que l'effet ciseau peut vite arriver, donc... Voilà. On est bien, mais il faut continuer et être sérieux sur la suite. Voilà ce que je pouvais dire sur le budget principal. Il y a des gens qui ont des observations à formuler ? Questions ? L'accompagnement du SDIS, effectivement, fera partie des... Donc nous, moi je maintiens ce qu'on avait dit, on avait dit la moitié. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas de retour du département. Je ne sais toujours pas... La question c'était est-ce qu'on passe par des attributions de compensation, ce qui finalement est une fausse bonne idée, parce qu'on dégrade nos ratios, notamment au niveau du coefficient d'intégration, donc qui est bien remonté d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on est presque à 40% aujourd'hui, donc c'est bien. On était parti à 37 en début de mandat, donc il y a eu un bel effort de fait, donc il ne faudrait pas le dégrader au travers les AC.
On peut, techniquement c'est possible, financièrement c'est possible. Après, j'attends le département, tout simplement, pour voir comment les choses s'opèrent. Voilà. Alors, sur les budgets annexes, le premier atelier relais, donc là, c'est un budget qui fonctionne très bien. En fonctionnement, un petit peu plus d'1 348 000 euros. Et puis en investissement, 1 245 000 euros. Là, en fait, on a surtout un bâtiment qu'on souhaite réhabiliter pour le louer. Hein. Donc, il y a 250 000 euros principalement sur ce budget-là pour avancer. Sur le budget annexe SPIC, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, c'est un nouveau budget, enfin c'est pas un nouveau budget, mais c'est un budget forcément avec le fait d'avoir récupéré la partie assainissement collectif des communes. Forcément, même si on avait les éléments, on sait que c'est un budget sur lequel on va devoir certainement retravailler. En fonctionnement, 3 282 000 euros. Et en investissement, 3 25 000. Donc là, un budget qu'on va forcément voir évoluer, c'est sûr. Donc j'en dirai 2 mots tout à l'heure parce qu'on a récupéré les emprunts, vous verrez, on a récupéré les emprunts, on va aussi récupérer une partie des excédents, hein, donc c'est pas neutre aussi en matière de trésorerie. Sur le budget donc déchets, hein, le fameux budget déchets, en fonctionnement 9,3 millions, en investissement un peu plus de 3,5 millions. Là aussi vigilance puisque on a ce qu'on appelle un verdissement de la fiscalité et la TGAP Pierre me contredira pas, mais la TGAP va continuer à évoluer notamment sur tout ce qui est enfouissement, 10% par an jusqu'en 2030. Donc là encore forcément une augmentation à imaginer de la contribution à Trivalis assez rapidement. Disons que c'est l'inconnu qu'on fait. Oui, il n'y a rien connu, mais 10%. À voir. Mais en tout cas, budget dorénavant complètement autonome. Sur les budgets des zones d'activité, donc le 705, les ZAE, 7 millions 65 000 en fonctionnement et puis 4 millions 6 en investissement. Donc là, principalement, ça va être Sébastopol et puis Baudin, on en reparlera, mais Baudin sur Saint-Jean-d'Hermine, puisque on a très bien vendu sur la mandature, et on s'en réjouit, on l'a dit, ça a contribué à la dynamique, ça a créé forcément de l'activité et de l'emploi, et c'est super, et de la richesse au niveau de la fiscalité pour le territoire, mais là, il faut aussi maintenant préparer le coup d'après, donc réinvestir de nouveau pour pouvoir continuer sur cette dynamique. C'est tout l'idée, donc c'est pour ça qu'on investit à Sébastopol et qu'on continue aussi à investir sur Saint-Jean-d'Hermine. Et le Vendéopole, donc lui 7,9 millions en fonctionnement, 6,6 millions en investissement. Alors vous voyez dans le document page 28 qu'on remet des fouilles archéologiques, 887 000 euros. On ne met pas 1 million tous les ans dans les fouilles archéologiques, hein. C'est simplement qu'il n'y a pas de reste à réaliser sur ces budgets-là, donc on inscrit toujours parce que on y va, on en fait un peu, mais parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, ça fait déjà 3-4 ans qu'on met à chaque fois des sommes, vous voyez 1 million, non, on ne dépense pas 1 million tous les ans sur des fouilles, sur nos zones d'activité, heureusement, c'est juste que en termes d'écriture, on ne peut pas le faire autrement, tout simplement, et là on a une session imaginée, 1 150 000, c'est Katana, hein, pour la cité. Au niveau de l'encours de la dette, l'encours de la dette globale a augmenté, puisqu'on a récupéré en fin d'année, en tout début d'exercice, en 1er janvier pour être précis, 37 emprunts liés aux assainissements collectifs. Sur ces 37 emprunts, il y en a 2 qui soldaient dès le début du mois, donc parfait. Donc il en reste 35, et ça représente un encours de dette de 6,8 millions pour la collectivité, ce qui explique que finalement on se retrouve avec 31 295 000, puisque on a récupéré ces emprunts en fonction de la prise de compétences. On va aussi récupérer, de mémoire, je crois que c'est 2 millions, quasiment 2,8 millions d'excédents, que les communes vont nous reverser. Donc on constate effectivement une charge, un encours de dette, mais on récupère aussi quand même une partie des excédents des collectivités. Voilà. L'encours de dette, je le rappelle, était au moment de la création de l'Interco à 52 millions. Voilà. Donc on s'est plutôt bien désendetté. Voilà ce que je pouvais dire sur ce DOB. J'ai été peut-être un peu rapide, mais vous connaissez l'exercice. Hein, il est pas nouveau, ça fait maintenant 6 années qu'on le pratique.
les documents sont les mêmes. Et puis là, on est sur une année de transition, donc on révolutionne rien. Hein. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des remarques ? Non ? Bon, donc du coup, comme on est sur le débat d'orientation, c'est simplement un prendre acte de la tenue du débat, de la présentation qui vous a été faite, plutôt qu'un débat, tout simplement. Alors, ensuite, on a le point 2, c'est avance de trésorerie du budget principal. Non, c'est un prendre acte, il n'y a pas de vote. Sur le budget principal, donc le 700, on vous propose de faire une avance de trésorerie vers les budgets SPIC assainissement et déchets, j'en ai parlé. Donc, puisque vous le savez, en ce qui concerne le budget déchets, les premières recettes vont au mieux arriver en juillet, août, avec la facturation de juillet, enfin même en août, si on veut être prudent, sauf que auparavant on touchait, nous, tous les mois, nos 800 000 euros de produits. Là, on les a pas, donc en attendant, il y a des charges, charges de personnel, etc., de structure, qu'il faut assumer. Donc là, ce qu'on vous proposerait sur ce budget-là, c'est de faire, une avance. On met 1 million, et puis sur l'assainissement 500 000. Alors on ne sait pas trop aussi, ça va dépendre de quand on récupère là aussi la trésorerie des collectivités, mais on est prudent, on préfère en fait délibérer ce soir. Et puis de toute façon, on vous précise que dans le cadre de la délibération, que les avances elles sont faites en fonction des besoins, et elles peuvent se faire s'il faut en plusieurs fois. Et on précise surtout que ces avances elles seront remboursables au plus tard au 31 décembre de l'exercice en cours. Voilà. Alors peut-être qu'il faudra le répéter, je pense que j'en suis même convaincu, sur le budget déchets, il faudra nécessairement le répéter sur les exercices suivants, jusqu'à ce que le budget puisse, se débrouiller, mais ce sera, à mon sens, pas tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces avances de trésorerie qu'on souhaite faire sur ces deux budgets-là ? Pas de questions ? Est-ce que des gens sont contre ? S'abstiennent, je vous remercie. Et puis, on est ensuite sur la libération que j'imagine beaucoup d'entre vous prennent dans leur collectivité. Vous savez, l'idée, c'est effectivement, en attendant le vote du budget, de permettre de faire des investissements. Alors, 25% par rapport au crédit de l'an passé. C'est un peu plus pour les APCP parce qu'on peut monter au tiers. Donc là, on est sur le budget principal. Et puis, sur les budgets annexes, atelier relais, déchets ménagers. Donc vous aviez les tableaux dans le corps de la libération. Sur le budget atelier relais, grosso modo, on proposerait d'ouvrir donc au maximum, les 25%, c'est 99 875 euros. Sur le budget principal, donc on a à la fois tout ce qui concerne, on va dire, les chapitres classiques, on est à 960 570,22, et puis sur les APCP, on est à 1 029 137,38. Et enfin, sur le budget déchets ménagers, là, du coup, on est sur 759 133,36. Tout simplement. Donc voilà, on attend le vote du budget qui va arriver. Normalement, l'idée, c'est d'être prudent, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des dépenses à arriver. C'est nous permettre de pouvoir les faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette ouverture de crédit que tout le monde pratique, j'imagine ? Pas de questions ? Des gens sont contre ? S'abstiennent ? Je vous remercie. Et je vais passer la main à David. Et je vais demander, voilà, merci. Jeanne, il reste Ok. Non, mais c'est pas que je voulais. Donc le point numéro 4, bonjour à toutes et tous, sur les modifications des statuts du SMVSA, donc le syndicat mixte. Alors vous les avez quelques points statutaires qui seront modifiés. Actualisation du nombre des communes, je ne reviens pas dessus, c'est effectivement lié à la fusion. Sur le changement de l'adresse du siège social, puisque le syndicat a inauguré un nouveau bâtiment, ou va inaugurer, pardon. L'intégration du volet animation du stage Vendée, puisque historiquement il était porté par une autre structure. Depuis 3 ans, c'est VSA qui le porte, et donc il faut l'intégrer dans ces nouveaux statuts. La précision concernant les délégations des vice-présidents et au bureau.
Parce que, en fait, pour un exercice simple qui était suite aux dégradations des... alors, comment on appelle ça? Non, je ne voulais pas utiliser le terme. Des réserves de substitution. Donc, il y a eu des soucis. Il a fallu à chaque fois réunir l'intégralité du bureau et c'était un peu complexe dans l'organisation. Donc, il voulait repréciser ces délégations pour faciliter l'organisation au quotidien. Les règles de représentation des membres du bureau au bureau syndical, puisque en termes de représentation des collectivités, ils veulent élargir un petit peu le nombre de membres. La révision des contributions, alors ça je ne reviens pas dessus, lié à l'inflation, ça n'amène pas de commentaires particuliers. Sur les conditions de financement des ouvrages, des stockages de l'eau, puisque actuellement, ou en tout cas, ils n'avaient pas la possibilité notamment de conduire quelques études et de financer ces ouvrages-là. Et donc, voilà, par rapport à ces quelques modifications statutaires. Est-ce que ça amène des interrogations, des questions, des remarques? Non. Je le soumets à vos votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et si vous pouvez faire revenir Arnaud ou non? Oui, alors bonsoir. Donc, là, c'est simplement une demande d'adhésion et de retrait donc, au syndicat UNIMA. Alors, tout le monde sait ce que c'est que l'UNIMA. Donc, je vais le redire parce que bon, l'Union des marais de la Charente-Maritime, où nous sommes membres, la commune, sur un objet qu'on a fait travailler énormément avec eux, la modélisation numérique hydrodynamique sur la submersion qui s'appelle Surway. Un super outil. On travaille avec eux, mais ils ont d'autres cellules opérationnelles, l'aménagement, l'entretien et la protection, la défense contre l'inondation et contre la mer. Et donc, il y a eu un retrait d'une commune, Saint-Froult, je ne sais pas comment on dit, Saint-Froult. Pour ceux qui ne savent pas, c'est entre l'île Madame et l'île de Léron. Et puis, mais pas en île, hein, c'est vraiment sur la terre. Et puis, il y a des demandes d'adhésion des communes, donc d'Aiguillon-la-Presqu'île, Courson, qui se situe, pour ceux qui ne savent pas, entre Maron et Mosée-sur-le-Mignon. Et puis Anglier, qui est à l'est de Sainte-Soule, donc proche de La Rochelle. Et des demandes d'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale, les Sables d'Olonne à l'agglomération et la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Voilà, donc ça, j'ai donné un avis. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes opposé à cette adhésion et retrait? Personne n'est contre? Pas d'abstention? C'est fait. Merci beaucoup. Très bien, donc la 6e délibération demandera donc à toutes les personnes qui ont un lien avec effectivement l'agence d'attractivité de se retirer, s'il vous plaît. Ceux qui sont... Là, vous pouvez... voir. Plusieurs. Oui. Et on va contrôler, hein. Bon, la 6e délibération, donc elle va être aussi assez rapide, mais enfin il faut quand même décrire ce qu'il en est. C'est une passation de convention d'objectifs et de moyens avec l'agence d'attractivité, donc Vendée du Sud, pour la période de 2026 à 2028. Donc cette agence d'attractivité, elle a été créée en 2024, hein, pour porter bien sûr les actions relatives au développement du tourisme et de l'économie du Sud Vendée littoral, et offrir aussi une offre ingénierie donc publique à l'attention des communes. Elle est constituée sous une forme juridique d'une SPL, donc Vendée du Sud Attractivité, structure de droit privé qui revêt la forme d'une société anonyme dont le capital est entièrement public. Elle est encadrée par une convention d'objectifs et de moyens, hein, qui définissent bien sûr ses missions, qui sont confiées à l'agence par la communauté de communes, ainsi que les moyens humains, matériels et financiers alloués à ce titre. Il est proposé à l'Assemblée donc de passer une nouvelle convention d'objectifs et de moyens pour les années 2026 à 2028. Donc les missions confiées donc à l'agence dans le cadre du développement tourisme portent principalement sur les actions de promotion et de développement de l'offre de tourisme du territoire,
que ce soit dans l'accueil des tourismes, l'exploitation donc des sites et culturels, qu'ils soient culturels ou touristiques, pardon, et la mise en réseau des acteurs économiques du tourisme de notre beau territoire. Cependant, la stratégie de développement du touristique étant en cours d'élaboration, une clause de revoyure concernant les missions et les moyens confiés à l'agence d'attractivité Vendée du Sud donc, est prévue au 1er janvier 2027. Autre mission, donc, dans le cadre du développement économique, elle porte principalement sur la mise en œuvre d'actions de promotion et de développement de l'offre économique du territoire, la commercialisation des zones d'activité économique intercommunale, la gestion des structures immobilières d'accueil des entreprises et l'animation économique du territoire. Également, donc, dans le cadre de l'offre d'ingénierie donc, territoriale à destination des communes, elle porte sur une assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'opérations de construction de bâtiments et une assistance technique dans le cadre de travaux relatifs à la voirie et à l'aménagement des espaces publics. Donc, afin de permettre à cet agent d'attractivité donc, de mettre en œuvre les missions qui lui sont confiées, il est prévu une subvention annuelle d'un montant de 1 511 815 € qui est répartie comme suit. Pour le tourisme, 995 360 €, l'économie, 436 455 €, l'ingénierie territoriale, 120 000 €. Donc il est tout naturellement proposé, il vous est proposé d'approuver la passation de la convention d'objectifs et de moyens entre 2026 et 2028, d'attribuer donc une subvention annuelle de 1 551 815 €, donc répartie comme je vous l'ai dit précédemment, et puis bien sûr d'autoriser le président à signer la convention au titre de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Avez-vous des remarques particulières? Vous avez tous lu la convention d'objectifs et de moyens. Très bien, écoutez, s'il n'y a pas de remarques, je soumets votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité des présents. Merci. Bonsoir à tous. J'ai les deux délibérations suivantes, le point 7 et le point 8 à vous présenter. Elles sont toutes les deux sur le même cadre. Elles portent sur la validation de l'APD, l'avant-projet définitif, concernant deux projets dont Nicolas nous a parlé tout à l'heure. Donc l'avant-projet définitif, c'est le point d'étape avant le dépôt de permis de construire et les appels d'offres, avant la réalisation des ouvrages. Donc ces deux projets sont passés par l'étude de faisabilité en AMO avec justement l'agence d'attractivité. Et voilà, le premier correspond à la crèche. Vous avez quelques vues et quelques perspectives. C'est l'avant-projet définitif de la crèche à Saint-Jean-d'Hermine, les petits loulous. Elle est juste à côté de celle qui existe aujourd'hui, donc on va construire un nouveau bâtiment et ensuite on se libérera de l'ancien. Donc vous avez quelques perspectives là en présentation, si vous voyez. Le travail, l'architecte, le mandataire, c'est l'architecte Frénésis de Maizet, Guillaume Giraud qui travaille sur le dossier. Et c'était David Giraudot qui suit le sujet. Vous connaissez tous, je pense, pour la faisabilité. Donc, ce soir, on va parler du premier, celui-ci. Alors, le 8 octobre 2024, donc, on avait attribué le marché de maîtrise d'œuvre au groupement composé par Frénésis, comme je le disais, qui est mandataire.
et les études au stade de l'avant-projet définitif, le montant prévisionnel des travaux est évalué à 2 133 000 € hors taxes. Alors, il y a une augmentation par rapport à ce qu'on avait étudié au préalable, parce que avec les concertations des usagers, donc vous voyez, on a réajusté les surfaces des salles d'activité en prévision d'avoir 2 groupes. Et puis après, construction de préaux couverts. Et puis là, dernièrement, donc, le CAUE est rentré dans la boucle justement pour apporter du confort aux enfants, végétaliser, protéger, etc. Donc le montant qui vous est proposé à l'APD est de 2 133 000 € hors taxe. Alors sur la perspective, vous avez pu voir que les toits étaient aussi solarisés. Donc on aura une production de photovoltaïque sur l'ensemble des couvertures. Voilà ce que je voulais vous préciser. Donc le coût était de 1 913 000 € hors taxe. C'était la valeur en septembre 2024. Alors après, on a indexé les augmentations de tarifs BT. Et puis les modifications dont je viens de vous parler portent le nouveau montant à 2 133 000 € hors taxe. Y a-t-il des questions, des remarques pour ce dossier-là ? Alors dans ce cas-là, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver le projet APD pour le montant que je viens de vous donner, 2 133 000 € hors taxe. Proposer, Monsieur le Président, de solliciter toutes les aides et subventions auprès des différents partenaires, mais ça, je pense qu'il ne l'avait pas oublié. Ça vient après. Et puis lancer les consultations de marché, donc l'accord cadre, l'appel d'offres de cet équipement. Et le permis de construire va être déposé incessamment sous peu. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et puis le second dossier, qui est important et structurant pour le territoire, c'est l'extension de la maison de santé Esculape. Donc vous avez ici quelques perspectives. Alors, vous voyez en premier plan à droite, donc l'extension, on crée un nouveau bâtiment avec tous les cabinets nouveaux, et en extrémité, toute une partie qui accueillera 2 cabinets pour des spécialistes. Et au niveau du patio, on a aussi un nouveau bâtiment qui correspondra à une salle de réunion. Il est au centre. Et après, ce qui nous a été demandé en complément, et c'est pour ça qu'aussi les montants ont évolué entre la faisabilité et le travail et le montant de l'APD, on a l'aménagement de tout l'espace devant avec la création de parking pour les professionnels. Et voilà tout l'espace qui est devant. L'accessibilité aussi est respectée avec une rampe pour la nouvelle structure qui sera. Mais il y a une liaison entre l'ensemble des bâtiments. Et après, il y a les espaces PMR, l'accès aux taxis, VSL qui vont être devant l'entrée, bien sûr, pour accéder au mieux. Donc là, on était le 24 juin 2025, on avait attribué le marché de maîtrise d'œuvre à la SARL Architecture Blanchard-Marceau, Pont-de-Vie, et puis qui est le mandataire du dossier. On avait un montant prévisionnel, le montant prévisionnel APD est de 1 280 800 hors taxe. Alors, l'évolution par rapport à ce qui avait été initialement envisagé, le coût des travaux est estimé à 911 750 €, mais avec les concertations avec les professionnels, le bâtiment a augmenté de 140 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on est sur la construction d'un bâtiment qui va faire plus de 500 mètres carrés. Et notamment, c'est le pôle au niveau des 2 cabinets des spécialistes qui a été demandé. La création de la salle de réunion, ça c'est les coûts supplémentaires qui expliquent l'évolution de 911 750 à 1 280 800 € hors taxe. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Alors, c'est un bâtiment qui est aussi étudié avec une structure de telle sorte que les fondations pourront supporter un étage supplémentaire si l'espace évolue. Donc, on aura cette possibilité-là. La présentation de l'esquisse a été faite auprès de l'ABF
Et c'est l'ABF qui valide le toit zinc. Voilà. Et il y aura une dalle béton intermédiaire, ce qui fait que si on devait refaire l'étage supérieur, il n'y aurait pas besoin de déménager ce qu'il y a dessous. Donc tout est prévu dans ce sens-là, avec la possibilité sur le côté de positionner un ascenseur. Y a-t-il des questions, des remarques? Il y a eu beaucoup d'échanges entre les professionnels de santé et puis la maîtrise d'œuvre. Donc s'il n'y a pas de remarques, je vous propose, comme la délibération précédente, d'approuver ce projet de réaménagement et d'extension de la maison de santé Esculape. Réaménagement parce que les anciens bureaux vont aussi... il y a plusieurs phases de travaux et il y aura également, une fois que la nouvelle structure sera construite, on pourra déplacer les professionnels pour réhabiliter les espaces de cabinet actuels. Et puis modifier l'accueil également, mais tout ça a été fait à leur demande. Donc je vous propose d'approuver ce projet pour un montant de 1 280 800 hors taxes, d'autoriser le président à solliciter toutes les aides et subventions, d'autoriser le président à lancer la consultation pour les marchés de travaux dans le cadre de la construction de cet équipement, et d'autoriser le président de la communauté de communes Sud-Vendée à signer tous les documents référents à ce dossier, et d'attester que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l'exercice concerné. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bonsoir, je prends le relais. Le premier point, c'est l'annulation d'une subvention que nous avions donnée en octobre 2023 à la société Marteau, étant donné qu'ils n'ont pas fait le bâtiment pour lequel on avait donné la subvention. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est l'annulation de cette subvention, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des questions? Non? Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Merci. Le point suivant, c'est on redonne une subvention de 15 000 €, cette fois-ci à la société Floralna, qui a acheté un terrain, si vous vous en souvenez, ça fait un petit moment, au Mesnil-Régnier. Ils vont donc faire la construction sur 290 mètres carrés. Ils en ont pour 210 000 € hors taxes. Il y en a 199 000 qui rentrent dans le cadre du dispositif financier, et donc on pourrait leur accorder une subvention de 15 000 €. Y a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Donc, le point suivant, Nicolas en a parlé tout à l'heure, c'est le rachat des terrains de l'entreprise Bonin et Fils qui a arrêté son activité en 2024, donc situé à Saint-Jean-d'Hermine. C'était le groupe Galliance. En fait, il y a deux terrains. Un terrain qui fait 35 380 mètres carrés, et puis un deuxième qui fait 5 000, puis un autre 18 708 mètres carrés. Et sur tous ces terrains, il y a des bâtiments. Nous allons acheter seulement les terrains. Ils vont détruire tous les bâtiments sauf un, qui est un bâtiment qui est en bon état, qui fait 1400 mètres carrés. Il s'engage après la démolition, à tout nettoyer et surtout à faire la dépollution de tous les terrains. Donc l'ensemble fait 54 538 mètres carrés que nous achèterions, donc je répète bien, démoli, sauf un bâtiment de 1400 mètres carrés, démoli et dépollué. Nous l'achèterions à 960 000 € hors taxe, ce qui fait 17 € le mètre carré, de nouveau démoli et dépollué. Ce qui semble un prix raisonnable à l'endroit où se situent ces 5 hectares. Donc ce que je vous propose, ce qui est proposé, c'est d'acquérir les terrains comme je vous l'ai décrit, au prix de 960 000 €, d'autoriser Monsieur le Président à signer ou de se faire représenter. Y a-t-il des questions? On va, dès que ça sera nettoyé, en faire des parcelles pour le revendre principalement à des artisans, parce que l'idée c'est de découper les 5 hectares en 6 ou 7 parcelles et de garder donc le bâtiment de 1400 mètres carrés pour en faire ou un entrepôt ou faire rentrer une entreprise dedans. Y a-t-il d'autres questions?
Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Le dernier point pour ce qui me concerne, c'est la cession d'une parcelle dans la zone économique des Nouelles à la société Le Toit Couvert. Donc c'est une société dirigée par Monsieur Turcot, qui est gérant donc de la CRL Le Toit Couvert. Il achète 1250 mètres carrés au prix de 20 € hors taxe. Donc c'est le tarif que l'on a pour cette zone, qu'on avait mis en place pour cette zone. Ce qui est proposé, c'est de céder ces 1250 mètres carrés au prix hors taxe de 20 €, d'autoriser Monsieur le Président à signer ou à se faire représenter. Y a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. Merci Bruno. Le point 13 concerne effectivement les projets dont on a parlé ce soir. Donc le premier, c'est la construction du siège communautaire, comme vous le savez. Bon, je ne reviens pas sur ce projet-là que vous connaissez. Simplement, on souhaite solliciter l'État à hauteur de 800 000 € pour nous accompagner. On sait que la région, elle, va nous accompagner à hauteur de 858 200 €. Vous aviez le plan de financement. Grosso modo, on est sur 8 millions, un peu plus de 8,6 millions d'investissement, et on espère le soutien de l'État sur ce projet-là. L'État, la région, on a déjà sollicité, donc là c'est bien l'État qu'on sollicite, à hauteur de 800 000. Des questions par rapport à cette demande? Les gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Même principe, mais là c'est pour la crèche dont vient de nous parler Eric. Je ne reviens pas sur le projet, donc le plan de financement est indiqué. On souhaite solliciter l'État à hauteur de 500 000 € sur ce projet-là, et on espère aussi bien sûr un accompagnement, mais ça on sait qu'on l'aura, de la CAF sur cet équipement. Donc là on solliciterait 500 000 € de la part des services de l'État. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Et puis, dernier projet, l'extension de la maison de santé dont on vient de parler également. Donc là, c'est déjà passé pour le leader, on l'a vu, et on solliciterait 300 000 € pour le compte de l'État sur ce projet-là. Des questions? Pas de questions, merci beaucoup. Donc 3 projets qui vont, on l'espère, les consultations vont démarrer, les demandes d'aide sont en cours. 3 gros chantiers qui, après l'été, vont voir le jour. C'est beau pour le territoire et ça va donner beaucoup de boulot aux futurs responsables des bâtiments chez nous. Bon courage à lui. Allez, ensuite, fonds de soutien intercommunal aux projets communaux. C'est la commune de Sainte-Gemme qui nous sollicite pour la rénovation énergétique de son école. Donc là, on a un effectif de quasi 150 élèves. On a un projet qui fait 342 050 € et le fonds de concours sollicité, il est de 33 830 €. Est-ce que vous avez des questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci pour la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine. On est ensuite sur un fonds de soutien à la création d'équipements sportifs structurants. C'est la commune de Latranche qui nous fait la demande. Donc vous savez, on a un certain nombre de critères. Les critères sont bien évidemment respectés puisque c'est le club de tennis qui fait des compétitions au niveau régional. Qu'on aura également un accompagnement de l'État et du département sur ce projet-là. Le paddle, il n'y a pas encore d'équipement sur le territoire communautaire de paddle. Alors ça arrive, c'est bien. Moi, ça fait loin la Roche. Donc là, je suis content qu'on ira à la tranche. Ça sera beaucoup moins loin. Et du coup, on a un projet qui s'élèverait à 633 742,80 €. Et donc le fonds de concours, vous le savez, à hauteur de 200 000 € sur cet équipement qui, effectivement, je pense, aura tout son intérêt sur le territoire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent? Merci pour la commune de la Tranche. Même attente des Luçonnais sur le fonds de soutien pour le complexe sportif du Surdy et sur le terrain synthétique. C'est vrai que cette année, il aurait été bien utile le terrain synthétique. Oui. Du coup, le projet, 1 million €. Le montant, c'est 200 000. Et bien évidemment, là encore, les critères sont établis, puisque le club évolue en régional, que les licenciés proviennent de tout le territoire et qu'on aura là aussi le soutien de nos partenaires institutionnels. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'allouer 200 000 € pour ce projet structurant sur la commune de Luçon. Avez-vous des questions? Est-ce que des gens sont contre?
S'abstiennent, merci pour la ville. Et puis le point 19, c'est toujours moi. Donc là, c'est une demande de cofinancement par le CIDEF du poste de responsable technique. Donc c'est Johan qui est chez nous depuis un petit moment maintenant. On peut en fait faire financer une partie de son poste, à condition bien sûr qu'il respecte des missions d'économe de flux, mais c'est ce qu'il sait faire, puisque Johan, pour ceux qui ne le savent pas, est un ancien du CIDEF. Donc c'est plutôt bien parce que on va pouvoir percevoir un montant maximal de subvention de 27 000 €, et ça pour une durée de 3 ans. Donc c'est bien si aujourd'hui on arrive à se faire financer en plus des postes comme celui de Johan qui sont nettement nécessaires. Donc je vous lis pas ce pourquoi les missions, vous les aviez, la stratégie, etc., la sécurité, la solidité des bâtiments, enfin tout ça, vous l'aviez vu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette demande de financement auprès du CIDEV? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Et Marie n'est pas là. Bien. Bonsoir à tous. Nous repartons vers la petite enfance pour la fixation des tarifs qui sont en vigueur depuis début janvier 2026 dans les crèches intercommunales. Donc c'est élaboré en relation avec la caisse d'allocation familiale, suivant une base de calcul du tarif horaire qui est défini d'une manière qui est récurrente chaque année, et il suit un certain nombre que vous avez dû lire, de documents qui permettent de voir en fonction du plancher de ressources ou du plafond de ressources, les revenus, etc., quelle somme est demandée aux parents, voilà, dans les différentes crèches. Par contre, il y a aussi un barème déterminé par le gestionnaire. La facturation repose sur le principe d'une tarification au quart d'heure, et tout quart d'heure commencé sera facturé au tarif horaire appliqué à la famille. Pour l'accueil des enfants résidant hors du secteur géographique de la communauté de communes, il y a un tarif spécial. Un retard à la fermeture après 19 h, de fermeture de la crèche de Luçon à 18h30, l'heure de fermeture de la crèche de Saint-Hermine, la famille sera facturée à taux horaire du contrat et en appliquant des mêmes règles arrondies. Voilà. Il est proposé aux membres du conseil communautaire d'accepter de fixer les tarifs des crèches intercommunales tels que détaillés ci-dessus et d'appliquer ces tarifs à partir du 1er janvier 2026. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Parfait, je vous remercie. Bonsoir à tous. Le point 21, c'est l'adhésion au contrat de groupe assurance proposé par la Confédération musicale de France. C'est une délibération qu'on revoit tous les ans. Ça concerne les enfants qui fréquentent l'école de musique et les professeurs, et aussi au niveau assurance, tout ce qui est instruments dont la propriété de la communauté de communes. Je ne vais pas tout relire, je pense que tout le monde a le document. Ce que je vous propose, c'est de maintenir le même niveau d'assurance de 2025, sachant que les variations de prix restent limitées par rapport à l'année 2025. Il y a une différence en plus de 12,40 €. La souscription des mêmes garanties en 2026 qu'en 2025 conduirait à un montant de 892,20 €, toutes taxes comprises, au lieu de 879,80 € en 2025. Ça concerne la responsabilité civile pour 7,70 €. L'option A, décès accidentel, invalidité permanente accidentelle et frais de soins, 520 élèves, ce qui fait un total de 572 €. La contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pour 6,50 €. L'option C, tout risque avec vol, avec transport, valeur maxi assurée par instrument 10 000 €, sans franchise
sauf en transport, 10% des dommages avec Mini de 75 € et Maxi de 230 €. Le coût est de 296 €. La frais de quittance de 10 €, ce qui nous fait un total TTC de 892,20 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Demande d'approuver la souscription au contrat groupe pour l'année 2026 proposée par la Confédération musicale de France dans les conditions ci-avant proposées et d'autoriser Monsieur le Président de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral à signer le dit contrat ainsi que tous les documents qui lui sont inhérents et d'inscrire les dépenses correspondant au budget de l'exercice concerné. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Guy. Le point 22 concerne la rémunération des contrats d'engagement éducatif pour les animateurs des accueils de loisirs sans hébergement. On en a déjà parlé, vous le savez, on peine à recruter sur les périodes estivales notamment. On est en concurrence avec des territoires assez proches. Martine n'est pas là ce soir, mais on a eu l'occasion. Voilà. Non, pas Martine Giraud, Martine Sosso, pardon. Et je sais qu'elle était demandeuse à ce qu'on revoie effectivement les tarifs. C'est des choses faites pas encore, puisqu'on vous le propose, mais aujourd'hui, d'augmenter de 3 € en fait l'ensemble des tarifs pour être cohérent avec ce qui se pratique sur les territoires voisins et pour accueillir et capter davantage de jeunes, notamment sur les périodes des vacances scolaires. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette augmentation? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci beaucoup. Et enfin, le dernier point concerne l'adhésion au FDAS, le Fonds départemental d'action sociale, pour la régie service déchets de la communauté de communes. Et donc, j'imagine que vous connaissez tous le FDAS puisque vous l'avez dans vos collectivités. Donc, ça permet de bénéficier d'un certain nombre d'aides pour les agents. Et vous le savez, la participation financière, elle correspond à un forfait annuel selon le nombre d'employés actifs adhérents. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? Parfait, je vous remercie. J'en ai terminé avec l'ordre formel de ce conseil communautaire. Est-ce que vous avez des questions diverses, remarques? Voilà, il n'y en a pas. Donc prochain conseil le 5 mars, mais pas ici, salle culturelle, puisqu'il y aura un petit temps de convivialité. Donc voilà, c'était le dernier ici de la mandature. Et rendez-vous au 5 mars. Merci beaucoup.